Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Warzone, votre podcast collège baseball, donc baseball universitaire américain en français. Aujourd'hui, épisode spécial, on va s'occuper et s'atteler à parler de draft. Alors, ça risque d'être un épisode assez dense et je vais vous résumer, entre guillemets, vous donner un peu les différents topics. Je vais très rapidement rappeler certaines notions liées à la draft. Puis ensuite, on va parler de certaines mentions de joueurs qui ne seront pas dans ce premier tour de cette mock draft, puisque cette mock draft va s'atteler à surtout parler du premier tour. Suite à ça, on va commencer la mock draft à partir du premier pick, et puis je vais détailler rapidement pour chaque joueur quelles sont leurs forces, ou en tout cas qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des stats, etc. Avant de commencer, je vous rappelle bien sûr que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, je ne suis pas sûr, mais les autres, c'est le cas, Spotify notamment. Et également disponible sur YouTube. On va y aller sans plus tarder. C'est parti. Et donc, avant de complètement commencer cette mock draft, il y a plusieurs choses à rappeler. Ce sont des petits rappels pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de comment se déroule la draft en MLB. Il y a pas mal de différences, notamment par rapport à une draft NBA par exemple. Il y a plus de tours déjà. Là, on s'est mis d'accord sur 20 tours. Avant, on pouvait monter jusqu'à 40 tours. Ça pouvait être moins de 10, voire 5 tours de temps à autre. Ça dépend des années, ça dépend de différentes promotions, etc., etc., et des différents accords. Autre chose à tenir en compte, et ça ne sera pas pris en compte durant ma mock draft, entre guillemets, il y a différentes choses au niveau financier en fait qu'il faut considérer. Il y a d'abord le fameux bonus pool. Le bonus pool, pour faire simple, c'est le montant en fait qui est alloué pour une équipe pour qu'elle puisse en fait signer des joueurs. Normalement, ce montant se base sur les 10 premiers tours et en fait se base sur un calcul assez simple. C'est la valeur que prend en fait un pick. Par exemple, le premier pick a une valeur d'un peu plus de 9 millions de dollars. Par exemple, je sais pas, 30e pick va avoir une valeur d'à peu près 2 millions de dollars. Donc on va dire que les Pirates, par exemple, draftent au premier et au 30e pick. Ça leur fait à ce moment-là, en fait, 11 millions et quelques dollars dans leur bonus pool. Et ainsi de suite, en fait. Donc on peut avoir des équipes qui draftent plus haut avec des bonus pools moins forts, puisque par exemple elles peuvent avoir moins de tours de draft disponibles via des trades ou autres. On peut avoir des équipes plus basses qui ont des meilleurs bonus pools, tout simplement parce qu'elles ont, même si par exemple leur premier tour n'est que le 22e ou 23e pick, elles ont plusieurs picks, peut-être en fin de premier tour, début de second tour, etc., etc., et ce qui permet en fait de monter en fait ce fameux bonus pool. Nous, pour cette mock draft, on ne va pas penser à tout ça. Une autre chose, vous savez, dans les drafts MLB, il y a ce qu'on appelle les tours en fait de competitive balance. Ces tours-là ont été mis en place dans les années 2010 et en fait c'est notamment pour permettre aux plus petits marchés, à ceux qui ont les plus faibles revenus en fait, de pouvoir pick. Ça leur donne aussi d'autres avantages, notamment pour avoir un meilleur bonus pool au niveau de la draft internationale. Vous savez, sur la draft, la Rule 5, parce que là, en juillet, c'est la Rule 4. Donc la Rule 4, c'est les joueurs qui jouent donc, au niveau lycéen américain, au niveau universitaire américain, alors que l'international, la Rule 5, pardon, c'est la draft internationale. Donc qui international dit des joueurs venus d'autres contrées. Nous, on s'arrêtera donc pour le coup au 29e pick. Pourquoi 29 ? Je sais qu'il y a 30 équipes, mais si vous vous rappelez, j'en avais parlé lors d'un article, les Dodgers et les Mets vont pick 10 positions plus loin que prévu. Ils devaient pick respectivement en position 22 et 26, et du fait de la luxury tax, du fait de, c'est pas exactement une luxury tax, mais du fait qu'ils payent et qu'ils aient des gros payrolls qui dépassent en fait un certain seuil, ils sont privés de drafter en fait quelque part au premier tour. Ils vont drafter en fait en 32e pour les Mets et en 36e pour les Dodgers. Ça va correspondre en termes de position à peu près au niveau du premier round, donc le round A de la competitive balance dont je viens de parler juste avant. Voilà, donc on va faire au plus simple. On va parler des 29 premiers picks. Et bien sûr, je rappelle que comme je ne prends pas en compte
le bonus pool, je ne prends pas en compte toutes les considérations financières. Euh, je vais vraiment me baser aussi sur ce que je connais moi en termes de talent, sur les fiches que je peux trouver sur des joueurs que je n'ai pas suivis. Par exemple, moi qui suis beaucoup le collège baseball, donc le baseball universitaire, je n'ai pas la même assiduité ou la même faculté à pouvoir suivre le baseball lycéen. Donc là-dessus, on va vraiment se baser sur ce qu'il se passe, sur ce qui a été écrit par les scouts et sur ce qu'on voit à peu près sur les sites. Et ensuite, je le rappelle bien sûr, ma mock draft, sauf énorme surprise, sera forcément assez loin de la vérité, puisque je vais encore une fois me baser sur le talent que je vois, et peut-être que de temps en temps, je vais avoir l'impression de me baser un peu sur un fit, ou en tout cas un besoin d'une équipe, alors que dans d'autres cas, je vais juste drafter au talent. Ça va vraiment dépendre de ma vision de la chose, donc c'est quelque chose de personnel, mais c'est surtout pour faire un exercice aussi, pour pouvoir parler des meilleurs jeunes, en fait, hein, qui sont amenés à être appelés lors de cette draft. Donc voilà, on a posé les bases. Avant de commencer à parler des mentions honorables, on fait une petite pause. Alors, ma première mention honorable va du côté de Tennessee, enfin un ex-joueur maintenant pour le coup, futur ex-joueur normalement de Tennessee. Je parle bien sûr de Maui Auna. Si vous me suivez, vous m'avez souvent entendu parler de lui, puisque c'est vrai que avant son transfert du côté de Tennessee et donc à son arrivée à Tennessee, c'était potentiellement un joueur de premier tour pour la draft à venir. Beaucoup de qualités, il avait montré des fortes qualités offensives, une belle discipline, de la puissance du côté de la Big 12 avec Kansas. Et du coup, il est entré dans le portail des transferts, donc au niveau universitaire, vous pouvez donc demander à changer d'école via ce fameux portail des transferts. Je ne vais pas y revenir dans ce podcast, mais voilà, il est arrivé à Tennessee avec une certaine hype. Euh, Beaucoup de personnes l'imaginaient en fait transférer ou translater ce qu'il avait fait en Big 12 en SEC, mais il faut savoir que son arrivée a été assez rocambolesque puisqu'il a été euh, pas exactement suspendu, mais il n'a pas pu jouer les 2 premières semaines en fait de la compétition NCAA. Il y avait pas mal d'imbroglio autour de sa présence au sein de Tennessee. Ça avait d'ailleurs créé une forte polémique avec notamment Vitello, le coach de Tennessee, qui était monté au créneau. Et pas que pour ça, on se rappelle que ça a aussi, de manière générale, un peu déraillé Tennessee en tant que tel, hein. Leur début de saison a été difficile à cause de toutes les polémiques et notamment de cette arrivée de Maui Auna qui a dû donc attendre ces 2 fameuses semaines. Euh, et ensuite, en fait, c'est comme s'il n'est jamais vraiment rentré dans sa saison. Euh, Beaucoup de problèmes, en fait, à tout simplement contacter la balle pour un joueur qui avait montré une certaine discipline. Euh, c'est assez dommage, parce que c'est vrai que dans d'autres paramètres de son jeu, on sait c'est un shortstop qui est assez puissant, assez bon défenseur, assez rapide, un bon contrôle de son corps et surtout un bras puissant. Euh, on sait que toutes ces qualités-là ne sont pas perdues. En défense, ça a toujours été bon, ça continue à être bon même en SEC. En termes de vitesse, en termes de qualité athlétique qu'il avait déjà montré auparavant, ça a continué, mais malheureusement en termes d'attaque, ça a été assez famélique, assez compliqué. Et du coup, on a vu tout simplement on va dire son draft stock, ou si vous voulez, c'est l'attente liée à la draft diminuer à son égard, et du coup, je le vois pas être pris au premier tour. S'il l'est, tant mieux pour lui, parce que c'est un joueur qui a un fort potentiel. En tout cas, au niveau défensif, il n'a pas grand-chose à prouver sur ses qualités athlétiques. C'est au niveau offensif, s'il pouvait retrouver plus de consistance, plus de constance à la batte, une meilleure discipline, une meilleure approche, euh, voilà, ça pourrait lui permettre de se développer, d'être un futur style dans quelques années pour l'équipe qui le drafterait donc après ce fameux premier tour. Autre mention, c'est un joueur dont on a entendu parler très très récemment. Il a été important, voire importantissime pour LSU lors des College World Series, notamment la finale, avec ce fameux match où il a réussi les 17 strikeouts en 8 manches. Hein. Je parle bien sûr de Ty Floyd. Alors, Ty Floyd, c'est comme si c'était un peu le moment des occasions ratées. Comme c'est noté notamment sur MLB.com, on le sait, il a failli être drafté à la draft 2020, mais il n'a pas été, puisqu'il n'a pas réussi à montrer les belles choses qu'il avait pu montrer dans ses premières années lycéennes. Sur son année senior, ça a été plus compliqué. Euh,
l'année dernière, encore une fois, il était éligible pour la draft, mais malgré le fait d'être sophomore, en termes de génération, il était éligible. Toujours ses problèmes d'inconstance. Euh, on sait que c'est un joueur qui a une fastball intéressante, pas non plus parmi les plus grandes fastballs ou les plus rapides ou véloces fastballs du pays, mais par contre il est capable de montrer pas mal de choses avec cette fastball, notamment s'il arrive à jouer avec elle dans les coins de la zone. Il faut savoir aussi que ce fameux Ty Floyd a d'autres euh, pitchs en fait dans son escarcelle, euh, notamment une curveball qui, on va dire, est pas mal, mais bon, qui manque en fait un peu de constance là aussi pour pouvoir récupérer la zone. S'il avait réussi à montrer plus de constance, on ne parlerait pas de lui dans les mentions honorables, mais pourquoi pas peut-être à la limite du premier tour. Là, je trouve quand même assez loin, même pour un premier tour. Je ne sais même pas si un second tour serait faisable pour lui. Enfin, peut-être, hein, mais ce qu'il faut savoir avec ce joueur également, c'est que il y a donc cette curveball, il y a aussi la slider. C'est la slider en fait qui euh, peut être considérée comme son deuxième pitch. C'est son deuxième pitch le plus utilisé, son deuxième pitch le plus constant, malgré le fait que là aussi ça n'a pas été si probant cette saison. Et enfin, il a une change-up, mais sa change-up, il l'utilise pas tant que ça. Euh, Malgré tout, c'est un joueur qui a voilà, pas mal de qualités en termes de bras, tout simplement, et qui semble être capable d'ajouter de la vitesse, en fait, sans non plus forcer, en fait, sur son bras. Euh, Est-ce que ça va être un joueur qui peut rester un starter au plus haut niveau? Personnellement, moi j'ai des doutes. En tout cas, avec aussi peu de constance dans ses secondary pitches, donc les pitches qui ne sont pas sa fastball, qui est sa principale en fait balle. S'il arrive à montrer un peu mieux avec sa slider par exemple, et si surtout en termes de contrôle en général, il arrive à se montrer un peu plus consistant ou constant avec le développement dans le farm system dans lequel il va être, pourquoi pas devenir un starter en bout de rotation par exemple. Ça me paraît malgré tout compliqué. Moi personnellement, je l'imagine plutôt entre un joueur de relève par exemple, euh, qui pourrait sur une période assez courte dans un match pouvoir travailler face au batteur et compagnie quoi. Donc est-ce que ça serait une sorte de long reliever, par exemple un releveur qui pourrait faire 2 3 voire 4 manches? Pourquoi pas, hein, et comme j'ai dit encore une fois, la façon de lancer de Ty Floyd est assez intéressante dans le sens où ça semble être sans effort en termes de stress sur son bras. Bien sûr, est-ce que ça va se translater au niveau professionnel? Ça, je sais pas. Mais voilà, c'était la deuxième mention dont je voulais parler. Tiens, puisqu'on est dans les pitchers, on va parler de son adversaire, Brandon Sprout. Alors, lui, c'était donc l'ace officiel de Florida cette saison. Il a donc fait aussi les finales des College World Series. Il était donc face à Ty Floyd. Euh, il a fait un outing solide, correct. Pour moi, c'est pas le plus grand lanceur. Enfin, j'ai toujours eu du mal avec ce joueur depuis que je le vois. Euh, je sais que c'est un joueur plutôt solide, on va dire. Euh, et il faut savoir d'ailleurs que pour moi, il est assez lié en fait entre guillemets à moi, puisqu'en fait, euh, il aurait pu arriver en fait chez nous, chez les Mets. Sauf qu'il a décidé de revenir en fait à la fac plutôt que de céder aux sirènes des Mets. Moi personnellement j'étais un peu déçu de sa sélection puisque encore une fois c'est personnel, c'est vraiment une impression que j'ai. C'est un joueur qui a une balle rapide intéressante, ça il n'y a rien à dire là-dessus. Sa slider aussi est pas mal, il a une change-up qui est on va dire en travaux. Mais là encore, lui, c'est un peu comme Ty Floyd, le principal problème pour moi, c'est le contrôle, la commande. C'est difficile de montrer, enfin, il a été difficile pour lui de montrer de la commande tout au long de sa carrière. Il y a eu des moments, des périodes où il a été plus consistant, plus constant, mais encore une fois, ça a été compliqué. Ça reste un lanceur solide au niveau universitaire. Est-ce que ça en fait un joueur qui pourrait être intéressant au niveau MLB? Avec le bon développement, j'ai pas de doute. Mais malheureusement, enfin en tout cas, pour lui, même s'il peut avoir 2 3 4 différents pitchs, j'imagine aussi plutôt comme un releveur, peut-être un long releveur par exemple,
qu'un vrai starter au niveau MLB. À voir bien sûr, ça après c'est des considérations sur du potentiel, sur ce que j'ai vu, et après avec le développement, il pourrait très bien devenir, me faire mentir déjà, et devenir un starter. En tout cas, c'est un des bras les plus solides, on va dire, du college baseball. Il a quand même lancé en SEC, qui est quand même la plus grosse conférence du pays, donc euh, ça reste un joueur intriguant, intéressant, fort potentiel. C'était l'ace, même si pour moi le véritable ace de Florida cette saison, c'était plutôt Hurston Waldrep, dont on va parler un peu plus tard, spoiler. Donc voilà, on va pouvoir commencer cette mock draft. Juste avant, je vais encore donner deux trois noms. Vous remarquerez d'ailleurs que la plupart des noms que je vous donne, ce sont des joueurs de college baseball, hein, et pas des joueurs lycéens, parce qu'encore une fois, j'ai très peu de recul sur les joueurs lycéens. C'est vraiment les joueurs universitaires sur lesquels je peux parler. J'en avais déjà parlé en article, hein, Colton Ledbetter, qui est arrivé à Mississippi State pour faire une grosse saison à SEC et se montrer, il a très bien réussi. Il pourrait être au second tour, hein. Je pense à des joueurs aussi comme Mitch Jebb de Michigan State qui a fait une très belle saison, Cole Carrick, San Diego State. Euh, bien sûr, les joueurs qui sont limitrophes premier tour, je dirais, puisque Jake Geloff de UVA de Virginia, qui a d'ailleurs fait les College World Series, est un joueur qui pour moi pourrait, pourquoi pas, tomber au premier tour. Il y aurait rien de choquant à cela. Un autre joueur du côté de la Virginie, mais côté de Virginia Tech cette fois, c'est bien sûr Jack Hurley qui euh, a aidé Virginia Tech du mieux qu'il pouvait. Virginia Tech, pardon, orphelin de Gavin Cross, on se rappelle, leur meilleur joueur la saison dernière, mais Jack Hurley a donc pris un peu le flambeau, a essayé d'aider comme il a pu malgré les blessures, etc., etc. Il a fait une saison très très solide. Donc voici, voilà, enfin voilà pour les mentions honorables, et puis on va donc passer à la mock draft. Ok, donc on commence cette mock draft par le pick numéro 1, et donc contrairement à tout ce que vous pouvez voir sur internet avec les manigances potentielles de Boras et du clan Cruz, qui n'auraient pas forcément allé du côté de Pittsburgh, et qui essaieraient de monter le prix vis-à-vis du bonus assigné, hein, par rapport au bonus pool, moi, je vais rester droit dans ma ligne de conduite et je dis que les Pirates, dans ma mock draft, sélectionnent Dylan Cruz en numéro 1. Euh, pour moi, Dylan Cruz, c'est un choix qui fait sens, dans le sens où, déjà, c'est le meilleur joueur de college baseball cette saison, hein, Golden Spike. C'est des chiffres en constante évolution dans le bon sens. Dès sa saison freshman, je rappelle il aurait pu être notamment drafté, ou se présenter en tout cas à la draft, il y a 3 ans de cela. Il avait finalement décidé de rejoindre LSU au niveau universitaire, et dès sa saison freshman, c'est le freshman de l'année, avec des chiffres très très forts, notamment un OPS à 1.116, un nombre de bases de total but, vous savez le nombre total de bases atteintes en fait via des coups sûrs, donc un simple, double, triple et home run. Il avait donc un total basis de 163. Encore une fois, des chiffres assez exceptionnels pour un freshman dans la meilleure conférence du pays. Son année 2, il est joueur SEC de l'année. Là encore, des très bons chiffres. Peut-être en termes de moyenne au bâton, c'était un tout petit peu plus faible. Là encore, un gros OPS, un 1.153, un nombre de total bases 172, 22 home runs pour le coup. Ce sera sa meilleure marque au niveau collège universitaire. Peut-être pas exactement placé de la même façon aussi au niveau stratégique que cette saison, où cette saison il a tout simplement volé sur lourd. Enfin, il était complètement au-dessus de tout le monde. Je vous donne ces chiffres, hein, toutes ces stats de base. Donc en moyenne au bâton, c'est .426, c'est-à-dire 42,6%. En OBP, c'est .567, c'est-à-dire plus de 56% en OBP. En slugging, c'est plus de 71%. Et en OPS, c'est 1.280. Nombre de bases totales, donc 184. Et donc, pour vous faire encore plus tourner la tête, pardon, c'est notamment 110 coups sûrs sur 258 at-bat. C'est 71 walk, donc 71 buts sur balle pour 46 strikeouts. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous faire plaisir? En nombre de bases volées, il y en a 6. Hein. On sait que sa saison freshman, c'était sa meilleure saison en termes de bases volées, mais c'était aussi sa saison où il a le plus tenté. Hein. C'était 12 bases volées sur 15 tentatives. Là, il l'a fait avec parcimonie. C'est comme si en fait il lisait le jeu à l'avance. Il mettrait chaque aspect du jeu. Un joueur qui était assez haut dans le line-up, hein, du côté des LSU, et ce qui fait qu'il a aussi scoré beaucoup de points. Donc, pas produit autant de points que sa saison sophomore. Sophomore, c'était 72. Là, c'est 70. Mais on le retrouve avec 100 points scorés. Donc, vraiment, une saison de PlayStation, hein, tout simplement.
encore une fois, hein, je ne sais pas comment le qualifier, c'est une saison d'extraterrestre. Euh, Au collège baseball, on a rarement vu ça. De mémoire, je pense qu'un joueur qui a fait ça, et notamment sur ces 3 saisons, je dirais que c'est Robin Ventura, de mémoire. Robin Ventura, qui d'ailleurs, hein, au passage, pour parler 2 secondes de lui, aura eu une année notamment en 88 exceptionnelle, puisqu'il va non seulement remporter les trophées de meilleur joueur baseball universitaire, hein, Golden Spike, Eddie Hauser, mais également récupérer la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul. Et là-bas, il aura notamment une moyenne au bâton, comme ce qu'il avait fait, ou presque aussi bien que ce qu'il avait fait en termes de collège baseball, avec une moyenne à .409, ça veut dire plus de 40% au bâton. Donc pour revenir sur Dylan Cruz, il a fait quelque chose qu'on voit assez rarement au niveau college baseball. Alors bien sûr, ses détracteurs se demandent s'il pourrait faire la même chose au niveau professionnel, puisque c'est pas forcément, il n'y a pas la même disparité de talent ou l'hétérogénéité de talent. J'ai fait exprès de prendre un mot compliqué pour galérer, comme souvent, mais j'ai envie de rétorquer que voilà, il était dans la meilleure conférence du pays, face quasiment au meilleur lanceur du pays, sauf un dont on va parler juste après forcément, puisqu'ils étaient dans la même équipe. Euh, Vraiment, ce qu'apporte Dylan Cruz offensivement, c'est assez incroyable. Euh, il a ce calme, cette versatilité que peu de joueurs ont à son âge. Comme je dis encore une fois, c'est comme s'il avait tout compris en fait. Il a vraiment tout compris au niveau baseball universitaire en tout cas. Il sait comment timer le tout au niveau offensif. Vraiment, voilà, un énorme joueur. Il a non seulement de la puissance, il a du contact, il a de la discipline. Euh, Ok, qu'est-ce que je peux dire aussi? Voilà, vraiment, il a progressé notamment entre la saison sophomore et cette saison junior. C'est au niveau vraiment de contrôler la zone de strike. En plus de ça, si on parle de ses attributs physiques ou athlétiques, c'est un joueur athlétique, très bon défensivement en champ centre. C'est d'ailleurs là où on le voit le plus souvent en termes de potentiel si développé. C'est là où il a joué, hein, déjà à LSU. Très bon défenseur, franglais quand tu veux. Très bon défenseur. Il a une très bonne vitesse qui lui permet aussi de travailler sur base, hein. Comme j'ai dit, il a réussi à voler 12 bases en freshman. Après, il a clairement délaissé un peu ce jeu-là pour se concentrer sur son approche à la batte, hein, très clairement. Et malgré tout, à chaque fois qu'il a tenté de voler, il a réussi à voler. C'est plutôt un joueur qui récupère les bonnes occasions, qui a déjà en fait un œil de vétéran. Et ça, c'est aussi important sur ce qu'il a montré. Une très belle compréhension du jeu. Donc voilà, j'ai pas envie d'en faire trop, sinon on va rester 3 heures sur cette mock draft. Mais voilà, Dylan Cruz pour moi c'est mon numéro un. Bien sûr, s'il n'est pas numéro un, il ne faudra pas venir me jeter des tomates. Je veux dire, c'est vraiment comme j'ai dit à la base, euh, comment je vois les choses en termes de talent, faux fit, enfin comment moi je drafterais entre guillemets, sans imaginer bonus pool, sans imaginer les envies de chaque joueur et compagnie, les agents et tutti quanti. Donc passons sans plus tarder en fait au choix numéro 2. Choix numéro 2, je pense que vous l'avez compris, si c'est pas, s'il n'était pas au numéro 1 et que c'est Dylan Cruz. Au numéro 2, c'est son coéquipier, hein, bien sûr, Paul Skeens. Et alors que vous risquez d'entendre un peu plus de bruit, j'en suis désolé par avance, si je vous explique en 30 secondes la situation rocambolesque dans laquelle j'enregistre ce podcast, faute d'espace et de temps, etc., etc., et bien que nous soyons un jour férié, je me retrouve à devoir enregistrer dans notre voiture. Le problème, c'est qu'il fait plus de 90 degrés Fahrenheit, donc il fait, allez, on va dire entre 30 et 35 degrés facilement dehors. Donc dans la voiture, c'est un four. J'ai essayé d'enregistrer sans les vitres ouvertes au départ, mais vu que là, je coule comme un je ne sais quoi, et qu'il faut quand même que je reste vivant jusqu'à la fin de ce podcast, j'ai ouvert les fenêtres. Donc par avance, je m'excuse s'il y a de la friture, du son un peu problématique, puisque j'enregistre avec un micro, donc le micro capture à peu près tout ce qu'il y a autour de lui. Voilà, désolé par avance. Mais parlons de Paul Skeens. Donc pour parler de lui, revenons en fait dans le passé, en commençant par parler de d'où il vient. Ce jeune homme a d'abord commencé sa carrière universitaire à Air Force. À Air Force, two-way player, presque plus un joueur de champ qui va lancer de temps en temps sur sa saison freshman, donc en 2021. C'est un joueur qui va se balader entre les positions par exemple de première base, en champ extérieur, etc., etc. Et qui va à l'occasion aussi faire de la relève, faire du closing, hein, enfin jouer en tant que releveur et closer au niveau Air Force. Alors, à ce moment-là, moi, pour être honnête, je n'ai pas entendu parler de ce joueur. Il est freshman, c'est normal, il n'a pas encore beaucoup, non seulement d'at-bat, il n'a pas non plus beaucoup de lancers. Et c'est un joueur qui, au niveau mental, a une discipline qui, je pense, l'a aidé
et va continuer à l'aider à progresser et à montrer ce dont il est capable. C'est un phénomène physique et athlétique, et après en 2022, on va vraiment le voir exploser. C'est à ce moment-là que tout le monde en parle, notamment côté scouting. C'est-à-dire que la saison 2022, Air Force fait une belle saison, et on entend parler de ce fameux two-way player qui est capable donc de jouer. Sur cette saison sophomore, il est quand même beaucoup plus DH, mais qui est capable donc de jouer, en termes de line-up, donc en termes de line-up au niveau offensif et en termes de position au niveau défensif, et qui est capable également de lancer de plus en plus longtemps et en faisant montre de belles choses en termes de fastball. On s'est dit, ok, jusqu'où peut aller ce joueur en tant que two-way player? On l'imagine comme le meilleur two-way player de la classe 2023 à venir, à l'été 2022. Et il entre dans le portail des transferts et décide de rejoindre LSU. En rejoignant LSU, on se dit que ça peut être à double tranchant, puisqu'il rejoint la meilleure conférence du pays, lui qui part de la Mountain West, pour arriver donc en SEC. On se demande en fait comment il va pouvoir relater cet aspect two-way player face au meilleur lanceur quand il va être batteur et face au meilleur batteur quand il va être lanceur, parce que c'est ce qui se fait de mieux en termes de conférence, la SEC. Donc forcément en termes d'adversité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et lui fait un choix, notamment en accord avec le staff de LSU, c'est de développer complètement cette qualité de pitcher qu'il est en train de montrer, qu'il est en train de continuer à travailler et à maturer. Et on va le retrouver en fait tout simplement en tant que pitcher starter. Et là, il va devenir l'ace très rapidement de LSU en nous postant des chiffres hallucinants, notamment en termes de fastball. Faut le savoir, il avait une fastball déjà intéressante, entre, on va dire 92, 93, 94 miles par heure dans cette première saison. Il pouvait aller jusqu'à 96, 97 de temps à autre, mais c'était clairement en moyenne plutôt de 93, 94. Et là, cette saison, la moyenne de sa balle rapide, attention, c'est 98 miles par heure. Sachant que c'est sa principale arme. Il a beaucoup retiré surprise des joueurs juste sur sa balle rapide, faut le savoir. Il a aussi réussi plusieurs fois à dépasser les 100 miles par heure, c'est devenu presque une routine à un certain moment, on l'a vu progresser même au cours de la saison pour vous dire. Peut-être que c'était aussi prévu avec son pitching coach, et la charge de travail a aussi augmenté, on lui a vu du coup réussir pas mal de records, il a notamment battu le record SEC du nombre de strikeouts sur la saison avec 209, et il a réussi un nombre de strikeouts par 9 manches, vous savez c'est cette fameuse stat, en comptant les 9 manches potentielles, combien de strikeouts il a en termes de rating, c'est 15.3. Il avait un whip de moins de 1, 0.75. Son IARE était très 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 intéressant avec un 1.69. Il a réussi également à avoir en face de lui une moyenne au bâton assez faible, 0.165, donc moins de 17% de réussite pour les batteurs adverses. Et on s'est dit, on a clairement un phénomène. Il a continué à délivrer, notamment en College World Series, en étant exceptionnel, vraiment tout simplement exceptionnel. Et les questions qu'on pouvait se poser en termes de variété de ses pitchs, on se l'est beaucoup moins posé, puisque à côté de cette balle rapide, il a réussi à mettre en place une slider, qui était assez inconsistante auparavant, qui est devenue son deuxième pitch, son pitch de déception, comme on dit, son pitch un peu off-speed. Bon, quand je dis off-speed, c'est quand même une slider qui ressemble à une slider à la DeGrom, c'est une slider pas loin des 90 miles par heure, mais bon, c'est incroyable, et en fait, ce combo juste fastball-slider fait vraiment penser à DeGrom dans le sens où ce sont ses deux principales armes, il va pas augmenter avec beaucoup de change-up, par exemple une curveball par exemple pour contrebalancer la slider, etc. C'est vraiment les deux principaux pitchs, mais il a quand même montré de plus en plus cette change-up, et une change-up qui aussi est pas loin du toit en fait les 90 miles par heure, pouvant même les dépasser. Donc clairement c'est un joueur assez intriguant au potentiel qui a l'air infini. Un autre problème qu'on peut se poser, qu'on pourrait se poser à la base, c'est on sait que les lanceurs ont cette durabilité potentielle moins forte à offrir que les joueurs de champ. On le sait, les risques de Tommy John, etc. Comment ça peut se translater dans la durée. Donc ça peut faire peur, notamment sachant que c'est un joueur qui a, comme j'ai dit, une balle rapide assez féroce, plus de 100 miles par heure. Mais ce qui est assez intéressant, c'est son côté athlétique. Il est non seulement physiquement imposant, il est presque à 2 mètres, il est très costaud, mais il est également athlétique. Et ce qui ressort des scouts, des rapports de scouting, c'est aussi son contrôle au niveau de son corps, ce qui lui permet en fait de répéter les efforts. On le voit déjà en match, il arrive à répéter, on a l'impression qu'il n'est pas fatigué, il peut taper des 6, 7, 8 manches, il peut même faire des matchs complets sans que ça ait l'air de le casser physiquement, malgré, donc encore une fois, cette charge de travail en termes de balles rapides.
C'est vraiment un phénomène, et ce qui fait que pas mal de personnes l'imaginent comme tout simplement un starter potentiel ace, hein, dans une rotation, d'ores et déjà. Euh, Sachant qu'en plus, même s'il n'a pas joué en termes de joueur de position, c'est un joueur qui, en termes de position, était très 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 intéressant. Et encore une fois, dans les scouting reports, notamment sur MLB.com, on parle de lui comme un joueur qui pourrait être potentiellement pris dans les 3 premiers tours sur juste cet aspect position. Pour vous dire à quel point c'est un phénomène pur en fait, hein, ce joueur. Et donc forcément, avec les histoires autour de ce que voudrait Cruz ou non, et également cette arrivée en quelque part en surprise, il était déjà vu assez haut, mais pas à ce point-là, hein, à l'entrée de la saison. Cette arrivée en fanfare de Paul Skeens, beaucoup le voient en numéro 1, ce serait pas déconnant, ce serait pas étonnant. Moi, je le garde en numéro 2 pour les Nationals, ce qui me permettrait d'aller le voir, hein, pourquoi pas à Nationals Park, dans quelques années, lancer des balles à plus de 100 miles par heure. Mais bon, dans tous les cas, moi, je serais plutôt gagnant, parce que ce soit Dylan Cruz dans quelques années ou Paul Skeens dans quelques années, ça serait potentiellement de très beaux, très bons joueurs à voir jouer, à voir évoluer du côté de Nationals Park. Voilà pour les deux de LSU qui seraient pour moi aux 2 premières positions. En 3e position, c'est un autre joueur qui a été finaliste, lui qui pour le coup était dans le camp des perdants du côté de Florida, c'est bien sûr Wyatt Langford. Alors, Wyatt Langford, on va en reparler 2 secondes, puisque j'ai vu de plus en plus de gens qui justement mettaient en lumière le fait que Wyatt Langford pourrait être une solution de repli vis-à-vis de Dylan Cruz, et qui pourrait expliquer aussi le fait que Dylan Cruz ne soit plus pris en première position. C'est vrai que c'est un très fort joueur, qui en première année a dû faire face à la concurrence. En Florida, c'est une grosse fac qui a tout le temps des grosses classes, hein, de joueurs à différentes années on va dire de maturité ou de seniorité. Et donc en 2021, en tant que freshman, il a dû un peu ronger son frein. Malgré tout, il a été assez intéressant. C'est surtout à partir de 2022, son année sophomore, qu'il a eu une breakout year. Il a été leader du nombre de home runs en SEC. Il a été pas loin du meilleur joueur de la SEC derrière Dylan Cruz. Je pense que l'année dernière, il termine à 26 home runs de mémoire. Et des stats d'ailleurs, hein, bien ronflantes, hein. Je pense notamment à son OPS, hein, 1.166, donc ça se pose là, hein, c'est pas du tout loin de Dylan Cruz. Et surtout, en fait, il y a cette impression qu'en termes de puissance pure, lui qui est aussi un potentiel, un 5-tool comme Dylan Cruz, en termes de puissance pure, on a l'impression d'y voir un plus grand upside, un plus grand potentiel que même Dylan Cruz. La différence entre les deux, je dirais déjà, ça peut être cette discipline assez incroyable de Dylan Cruz à la batte. Mais bon, c'est difficile de comparer qui que ce soit avec Dylan Cruz sur cette saison, vu les chiffres qu'il a sortis, parce que les chiffres de Wyatt Langford, pour le coup, sont exceptionnels aussi, hein. Plus de 37% de moyenne au bâton, presque 50% down-base percentage, plus de 78% de swing percentage. Donc il est là, hein, il est juste au niveau de Dylan Cruz sur certains de ses chiffres. En OPS, c'est 1.282, en nombre de bases totales, c'est 185. Enfin, je veux dire, ce sont des chiffres assez exceptionnels également. C'est juste que là, on est en train de le comparer à ce qui s'est fait de mieux en termes de joueurs all-time sur une saison universitaire. En termes, bon, bien sûr, je parle de chiffres statistiques de moyenne, hein, pas de totaux, mais de moyenne. Donc c'est un joueur qui pourrait très bien terminer premier, par exemple, si vraiment il y a des considérations. Par exemple, Dylan Cruz demande trop d'argent en termes de bonus pool par rapport aux Pirates, et Paul Skeens quasiment la même chose, et on se retrouve avec Wyatt Langford appelé, puisqu'il demanderait peut-être un peu moins, par exemple. Mais bon, pour moi c'est le 3e, c'est un joueur, comme j'ai dit, potentiel 5-tool. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur lui pour pas prendre autant de temps que les 2 premiers picks? Au niveau défensif, il a l'air d'être très très bon. Peut-être que ce qu'on pourrait dire... Qu'est-ce que je pourrais dire sur lui? Au niveau base running, donc courir sur base, là aussi, il est quand même plutôt bon. Il a une bonne vitesse, c'est peut-être pas le plus rapide. C'est pas un Enrique Bradfield Jr. par exemple, il a très peu de gens sur des Enrique Bradfield Jr. Mais c'est un très bon joueur là-dessus. Physiquement et athlétiquement, c'est très très bon. Il a réussi aussi à montrer un peu plus de discipline à la batte par rapport à sa première saison, par exemple au niveau college baseball. Et avec cette puissance qu'il a potentiellement montré, c'est un très très bon joueur, un très très beau prospect à voir. Lui aussi, c'est dans l'outfield, hein, côté Florida, donc ça sera certainement dans l'outfield au niveau professionnel, hein, on l'a vu en left field, hein, pour être
complet là-dessus. À voir, hein, puisqu'il a aussi joué un peu en centerfield, parce que moi je l'ai vu en centerfield du coup, sans de réfléchir, pardon, mais je l'ai vu en centerfield là lors du tournoi national. Donc je pense que voilà, champ gauche et champ centre, ce sont ces deux positions avec lesquelles il a évolué le plus souvent. Au lycée, comme le dit MLB.com, c'était plutôt un joueur infield, hein, voire carrément catcher. Mais bon, il va normalement plutôt se positionner en champ extérieur, gauche ou centre. Avec ce genre de joueur, euh, on a un potentiel assez monstrueux également à développer, à voir également ce qu'il va pouvoir amener en termes de défense, en termes de puissance de bras, etc. etc. C'est peut-être sur ces chiffres-là qu'il est un tout petit peu en dessous, hein, défense et puissance de bras en termes défensifs. C'est peut-être les trucs un petit peu plus à travailler, mais voilà, potentiel 5 tool, donc joueur normalement au potentiel exceptionnel. On va voir ce qu'il donnera. Alors, en quatrième position, là pour le coup, je vais plutôt suivre ce qui se dit hein, sur la plupart des mock drafts, puisque pour le coup, comme je l'ai dit, au niveau des joueurs lycéens, j'ai beaucoup moins d'insight, beaucoup moins de recul. C'est-à-dire que je lis comme tout le monde hein, ce qui est dit, mais je ne peux pas vous donner mon avis personnel vu que je n'ai rien vu hein, de ces jeunes joueurs. Mais je sais qu'il y a deux jeunes lycéens qui s'enchaînent hein, sur les places 4 et 5 potentiellement. Donc on va les faire d'un coup. Walker Jenkins et Max Clark. Ce sont deux joueurs qui sont plutôt outfielders, donc deux joueurs lycéens encore une fois. Le premier nommé plutôt du côté de North Carolina, le second de l'Indiana. Et en fait, potentiellement, ce sont deux joueurs qui se rapprochent assez. Ça serait pas étonnant de voir l'un et l'autre interchangeables entre guillemets en termes de position dans la draft. Hein. Donc moi je vais positionner côté Rangers Walker Jenkins donc en quatrième position et côté Minnesota Twins Max Clark donc en cinquième position. Alors en commençant par Walker Jenkins, déjà c'est au niveau physique un fort spécimen, hein. Il n'a rien à envier à Dylan Cruz ou à Ed Langford sur cet aspect-là, au contraire, il est à 6'3", donc 6'3 il fait plus d'1m90, 1m91 à peu près, 91-92 même. C'est un joueur qui a montré de grosses facultés sur la puissance à la batte. Il a montré des belles choses en termes de contact, mais c'est surtout sur la puissance à la batte qu'il a montré des choses assez exceptionnelles. C'est un joueur qui a perdu de la vitesse au fur et à mesure de son développement physique hein, en grandissant et qui reste un joueur solide au niveau de la course en vitesse, hein, mais plus aussi explosif qu'auparavant. Un joueur avec une bonne puissance de bras, ce qui devrait lui permettre aussi de rester dans l'outfield. Hein. On sait que c'est un joueur qui, au niveau lycée, du côté de North Carolina, est plutôt un joueur de champ-centre. Donc, on va voir si c'est là-dessus qu'on va vouloir le développer. Mais voilà, grosse force de bras au niveau du lancer. Le fielding est intéressant. La puissance, pour le coup, est vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressante. C'est là-dessus qu'on l'attend. Et également, donc, en termes de course, c'est pas mal, c'est bon. Hein, c'est plus aussi exceptionnel qu'avant. Mais voilà, c'est un potentiel, bien sûr, 5 tool. Rien à dire, c'est un joueur qui, encore une fois, a été mis en balance avec Max Clark. Pendant les premiers mock drafts, les premières mock drafts, c'était plutôt Max Clark qui était devant lui, et là ça s'est interchangé, donc j'ai vraiment suivi pour le coup le script, hein, vous me pardonnerez là-dessus. Passons du coup à Max Clark. Là encore, gros joueur qui se distingue plus par sa qualité de contact au niveau de la batte que par sa puissance. Sa puissance est encore à développer. Joueur aussi qui se distingue par sa vitesse. Là, pour le coup, c'est un joueur très rapide. Il est plus petit que son compère Walker Jenkins. Ça reste un beau bébé, hein, 6'1", il doit faire 1m85 à peu près. Et pour 190 pounds, ça veut dire qu'il fait du 85 kg facile, je dirais, à peu près de mémoire. Hein. Si on veut faire la conversion pounds, kilogrammes. C'est un joueur, donc encore une fois, voilà, très rapide, qui va donc pouvoir montrer son travail sur base, qui va aussi pouvoir gérer pas mal de terrain en termes d'outfield, hein, parce que c'est un joueur aussi de l'outfield pour le coup. Et donc, comme j'ai dit, une belle approche au niveau voilà, de la batte, ce qui lui permet d'être assez constant et consistant en termes de contact et en termes d'approche au niveau de la batte. Essayer d'éviter voilà, le whiff, etc., etc. C'est un joueur qui pourrait travailler, voilà, il est très jeune, hein, 18 ans, donc il pourrait donc travailler maintenant sur développer sa puissance au niveau des coups. Il a pour le coup une très bonne puissance de bras également, ça j'en ai pas parlé. Cette très bonne puissance de bras, il a déjà montré, notamment via MLB.com, j'ai vu qu'il a déjà montré des balles rapides à 97 miles par heure, ce qui est assez exceptionnel hein, quand il monte, quand il va sur le monticule. Hein. Je rappelle que la plupart des joueurs en termes de
middle school, high school, donc collège et lycée pour nous, sont souvent des joueurs qui s'essayent à plusieurs positions, qui sont des fois pour la plupart des two-way players, qui vont donc switcher, voilà, un coup c'est des lanceurs, un coup c'est un catcher, un coup c'est un joueur de l'infield, un coup c'est un joueur de l'outfield, donc c'est normal de voir ces profils-là toujours proche de ce game, en fait, de ce two-way games, même si Max Clark, pour le coup, on va très bien sûr l'attendre plutôt en joueur de position et dans l'outfield avec ce qu'il montre. Donc avant de faire une toute première pause, je vais rappeler le top 5. Donc en première position, les Pirates sélectionnent Dylan Cruz. En deuxième position, les Nationals sélectionnent notre petit Paul Skeens. En troisième position, les Detroit Tigers récupèrent Wyatt Langford. En quatrième position, les Texas Rangers récupèrent Walker Jenkins. Et en cinquième position, nous retrouvons donc le fameux Max Clark du côté des Minnesota Twins. Commençons maintenant les positions 6 à 10. On va un peu moins rentrer dans le détail. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y aura quasiment plus de détails, puisque c'est avant tout pour vous présenter les jeunes que je vois dans ma mock. Malheureusement, si je présente chacun à la même façon que j'ai présenté Dylan Cruz ou Paul Skeens, je pense que je n'aurai plus personne à la fin de ce podcast qui durera à peu près 3h46. Donc, revenons en position 6. Alors, faut le savoir, j'aime bien faire des comparaisons avec ce que j'avais. Auparavant, avant la saison, j'avais quelqu'un comme Enrique Bradfield Jr. parce que j'espérais voir une progression continue sur son jeu offensif. C'est un joueur qui, en termes de base volée, puisqu'il a une vitesse assez incroyable, hein, donc en termes de base volée, c'est ce qui se fait de mieux dans le pays. Mais c'était quasiment la seule chose qu'on pouvait retenir de son jeu offensif. Pas de puissance, très difficile à rester discipliné à la batte en général, donc des chiffres assez compliqués. En sophomore, c'était un peu mieux, mais j'espère justement voir une progression assez significative en junior pour pouvoir le voir assez haut. Ça ne sera pas le cas, et du coup ma sixième position a été très difficile à choisir, parce que je sais que c'est les Aces qui récupèrent ce sixième pick, et du coup j'avais plusieurs joueurs. J'ai décidé moi de partir plutôt avec Kyle Teel. Kyle Teel, en fait, c'est le catcher, le receveur de UVA qu'on a retrouvé au College World Series. On va en parler rapidement. Kyle Teel, donc c'est un des meilleurs joueurs de ACC, la deuxième meilleure conférence du pays, hein, on peut très clairement l'affirmer. C'est surtout, je pense, le meilleur receveur de la QV, très clairement. C'est un joueur qui a non seulement continué à progresser au niveau défensif, mais qui surtout au niveau offensif a réussi des choses assez exceptionnelles cette saison. Si ces deux premières saisons étaient très intéressantes, très intrigantes, notamment sa saison freshman qui avait été de belle facture pour un freshman à ce niveau-là dans une telle conférence. On va se concentrer sur cette dernière saison où les juniors, du coup. Cette troisième saison, ça a été vraiment la saison de la confirmation pour le coup, pour lui, avec un de ces joueurs qui réussit à être à plus de 40% de moyenne au bâton, notamment comme Dylan Cruz. Lui termine à 40%, enfin, .407, donc quasiment 41% au bâton en moyenne. En OBP, c'est .475, donc quasiment 47,5%. Et en swing percentage, c'est .655. Je lui donne un OPS de 1.130, ce qui est assez exceptionnel également. Lui qui est donc allé jusqu'au College World Series avec UVA et qui a montré donc de très belles choses. En termes de toto, c'est 13 home runs, 69 points produits, 5 bases volées sur 6 tentatives. C'est pour vous dire que voilà, il est vraiment versatile, il n'hésite pas. Il est prêt à tout pour se retrouver sur base et bien lui en a pris cette saison avec de très belles performances. Pour parler un peu plus de ses caractéristiques, faut savoir que Kyle Teel, c'est un profil assez spécifique. Il est plutôt de bonne taille, 1m85, c'est à peu près les mêmes mensurations que donc Max Clark, 1m85, à peu près 85 kg, je dirais, de visu. C'est un joueur qui peut-être manque de puissance en termes de... Voilà, c'est pas un joueur qui va frapper 25 000 home runs, mais c'est un joueur qui manque pour l'instant de puissance, qui est plutôt par contre très bon au niveau du contact. Et puis qui, on va dire, en termes de vitesse, c'est moyen, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus un boulet, comme vous avez pu le voir, il a quand même tenté de voler des bases. Le timing et sa vitesse moyenne lui ont permis de réussir la plupart du temps. Il est quand même plutôt athlétique, bien sûr. Donc, faudra voir comment il développe en fait ce fameux aspect puissance à la batte.
voilà, j'ai envie de dire que c'est un joueur qui surtout a montré une telle discipline hein, au bâton qu'il est très intéressant en tant que receveur offensif. Sa puissance de bras aussi est très très bonne pour le coup. Euh, j'ai envie de dire que c'est un joueur qui de toute façon est assez versatile, hein. Il pourrait être développé bien sûr plutôt en champ extérieur s'il le faut. Il pourrait jouer même plutôt dans l'infield, par exemple en troisième base, juste en donnant un exemple. Donc faut voir. Je sais que aussi, et ça c'est très important, je l'ai voyé sur MLB.com, c'est son aspect QI baseball qui est assez élevé, ce qui aide non seulement au niveau offensif, mais ce qui aide à la position de receveur, qui est une position très très complexe, plus complexe que juste récupérer la balle de son lanceur. Il y a beaucoup de stratégies, euh, voir les temps faibles de ses lanceurs pour prendre des time-out ou essayer de gagner du temps, par exemple. Hein, je donne vraiment des exemples un peu au hasard, mais pour vous dire que l'aspect receveur, c'est bien plus qu'une position de récupérer la balle de son lanceur. Il y a beaucoup d'aspects, la vision périphérique du jeu, être capable d'anticiper les coups des offenses adverses, les joueurs sur base, etc. etc. Donc, le fait qu'il ait un très bon QI, moi je le mets devant par exemple un joueur comme Braden Taylor qui est un troisième base et qui pour le coup pourrait être sélectionné par les A's à cette place-là, hein, je dis pas le contraire, mais j'ai essayé de partir avec Kyle pour le coup. En septième position, j'ai envie de dire que je vais plutôt partir sur un lanceur, c'est-à-dire que pour moi les Reds de Cincinnati récupèrent donc Rhett Lauder. Rhett Lauder, je pense que pour ceux qui ont un tant soit peu suivi les différentes mock drafts et puis surtout, par exemple, même de loin un peu le college baseball, c'est un peu la révélation. Si on parle pas de Paul Skeens, c'est la révélation au niveau college baseball. Il a été en constante progression. Sa première année du côté de Wake Forest, ça a été délicat, hein, un IRA à plus de 6, j'en avais déjà parlé précédemment, et c'est surtout en fait cette constante progression qui fait qu'aujourd'hui c'est un des meilleurs lanceurs du college baseball. Moi, dans ma tête, c'est quasiment le meilleur en termes de commande pure. C'est pas le lanceur le plus puissant en termes de vitesse, même si il a montré de meilleurs. Enfin, par rapport aux deux premières saisons, il a quand même montré de très belles choses en termes de balles rapides, hein. Il a déjà eu des balles rapides aux alentours des 95, 96, voire 97 miles par heure, ce qui est très très bon. Et surtout, cette balle rapide, elle est assez spéciale, je trouve. Elle montre encore plus cet aspect de contrôle que je tends à voir du côté de Rhett Lauder. Euh, Au-delà de ça, c'est surtout un joueur qui a plusieurs pitches pour le coup. Et notamment, ce qui m'impressionne avec lui, et je pense que les scouts c'est la même chose, hein, j'avais vu sur 2-3 rapports, c'est cette fameuse change-up. Tout le monde le dit, c'est, si ce n'est la meilleure, une des meilleures change-up de tout le baseball universitaire. Surtout cette façon qu'elle a un peu de disparaître. Vous savez, ce côté, la change-up, quand elle ralentit et qu'elle plonge, elle le fait très bien du côté de Rhett Lauder, et pourtant elle a quand même une célérité assez intéressante, hein, plutôt aux alentours de 83, 84, ça peut aller jusqu'à 86 miles par heure, donc c'est très 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 intéressant. Euh, Au-delà de ça, il a une slider qui est intéressante également. Euh, et puis, moi je l'ai déjà vu réussir de temps en temps à faire. Bon, est-ce que c'est vraiment une curve ou ce que les experts appellent un peu, je pense, slurve maintenant? La slurve, ou des fois on l'appelle même sweeper, ça dépend de l'horizontalité du mouvement de la balle. Je sais qu'il y a beaucoup de plus en plus ce terme de sweeper ou d'un autre côté de slurve que j'entends. Je suis pas spécialiste là-dessus, donc je vais pas trop en parler, mais juste à l'œil, en fait, il a une sorte de balle qui fait qui a un mouvement à la fois vertical et horizontal qui est très difficile en fait à, euh, à anticiper pour un batteur. Et donc en fait avec tous ces pitchs qui sont bien contrôlés et le fait qu'il arrive à répéter l'effort assez souvent de manière sans avoir l'impression de piocher en fait tout simplement, ça le met en très bonne position pour moi. Là où j'ai envie de dire que un autre joueur dont on va parler un peu plus tard a peut-être déçu et est en train justement de chuter pour moi dans ma mock draft et peut-être dans la draft des gens à cause justement de ce qu'il était censé montrer, ce qu'il n'a pas su montrer. Et bref, Rhett Lauder du côté des Reds en 7ème position. Pour les Royals en 8ème position, j'avais une idée très claire à la base, puis après j'ai fait l'erreur. Des fois c'est très bien pour avoir de la source, hein, de l'information, et des fois ça peut être un peu à contre-courant ou contre-productif quand on veut faire sa propre mock draft sans être influencé. C'est que j'ai vu beaucoup de rapports qui allaient beaucoup plus sur différents joueurs. Beaucoup de gens disent que les Royals, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'ils vont faire. Ils ont montré beaucoup d'intérêt pour deux joueurs de lycée, donc le receveur, hein, Blake Mitchell, et
le lanceur droitier, je pense, c'est Noble Meyer, de mémoire. En plus, je n'ai pas trop de connaissances, encore une fois, sur les joueurs lycéens. Euh, Moi, je vais décider de partir un peu avec ce que je vois le plus, du coup, c'est-à-dire Blake Mitchell. Euh, c'est un receveur au niveau universitaire, au niveau lycéen, pardon, et ça apporte aussi son lot d'interrogations, c'est ce que je lis à droite à gauche, ce qui fait que les gens sont pas sûrs du tout de ce pic. Pour le coup, je vais quand même le prendre. Et donc pour parler de ce joueur rapidement, donc tout d'abord je l'imagine être pris en tant que receveur, même si c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient le voir dans l'outfield. Il y a aussi ce profil, comme j'ai dit, souvent les lycéens ont cet aspect two-way, c'est son cas. Hein. Un joueur qui a réussi à montrer une belle fastball et une curveball qui ressemble à quelque chose, et surtout a apparemment une change-up en développement. Mais bref, moi je le garde en receveur, et en receveur en fait c'est un joueur qui a montré de belles choses en termes de batteur, que ce soit en contact et potentiellement en puissance. Alors pour le coup, c'est quelque chose à développer, mais qui est déjà pas mal là. Ça pourrait être intéressant. Il a montré aussi une très forte puissance de bras. C'est son principal atout, notamment quand on veut le voir en fait rester derrière le marbre hein, en tant que receveur. Cette habilité à pouvoir lancer très fort, par exemple pour pouvoir récupérer, attraper des joueurs en train de voler des bases. En parlant de vol de base, c'est pas son aspect, enfin c'est pas l'aspect sur lequel il faudra compter, puisque c'est pas un bon coureur. Il est athlétique d'après ce que je lis sur les profils de scout, mais par contre c'est pas un bon coureur, tout simplement. Malgré ça, son athlétisme lui permet d'être très bon en tant que défenseur, d'avoir cette agilité à défaut d'avoir cette euh, propension à pouvoir bien courir, ce qui fait que ça reste un joueur très intéressant, très intriguant et bien sûr très jeune à pouvoir développer. Faudra voir si il est sélectionné au premier tour, est-ce qu'il va se laisser attirer ou est-ce que il va suivre son commitment puisqu'il est censé arriver à LSU la saison prochaine. À voir donc pour lui. On va passer en 9ème position et pour moi en 9ème position du coup j'ai Chase Dollander. Alors Chase Dollander c'est très spécial. Très spécial à décrire dans le sens où très clairement pour moi c'était à l'entrée avant cette saison c'était le meilleur lanceur en fait de college baseball. Très clairement il avait fait des choses en 2022 qui lui ont permis d'être pitcher de l'année en SEC déjà. Il était clairement voilà le joueur attendu tout en haut en termes de lanceur. Pas tout en haut de la draft, mais en termes de lanceur le plus haut. Il a déjà, pour parler de ses atouts, il a une balle rapide très très intéressante, plutôt au-dessus des 95 miles par heure, il peut arriver jusqu'à 99. Il arrive aussi à lancer avec une belle slider qui est plutôt dans le haut des 80 miles par heure, c'est-à-dire plutôt 86, 87 miles par heure. Il peut aller même au-delà des 90 miles par heure. Cette slider peut devenir une sorte de sweeper, puisque je reparle encore de ce terme. Il a aussi une curveball, il a une change-up. Voilà. Il a montré en fait pas mal de choses en termes de disparité, je veux dire, de nombre de pitch qu'il joue, enfin avec lesquels il lance et sur lesquels il a une certaine maîtrise, en tout cas jusqu'à l'année dernière, puisque cette année, ça a été très compliqué bizarrement. Cette année, on va dire que il a eu un gros problème de contrôle et de commande tout simplement. Voilà, on l'a pas reconnu tout simplement. En fait, tout le pitching staff de Tennessee a été méconnaissable. Que ce soit lui, que ce soit Chase Burns dont j'ai beaucoup parlé et qui justement s'est placé sur le portail des transferts. Ça l'a fait très clairement descendre dans la draft, mais attention. C'est pas parce qu'il est descendu dans la draft que tout d'un coup c'est devenu un mauvais lanceur. Bien au contraire, ça serait quand même un joueur de premier tour largement, puisqu'il a toujours ces facultés-là en termes de lancer. C'est un très bon lanceur, beaucoup de différents lancers. Il faudra qu'il retrouve un peu plus cette commande qu'il avait montrée en 2022. Et s'il se développe bien, on a quand même un top de rotation, peut-être 2 ou 3e de rotation en rotation MLB en termes de projection. Donc il ne faut pas dormir sur lui. Je pense que si les Rockies en 9ème position le sélectionnent, ils sont très contents de pouvoir travailler avec lui et essayer de développer ce qu'il a développé, puisque ça reste un des meilleurs lanceurs du college baseball. Et donc en 10ème position, je pense que je vais être assez différent de beaucoup de mock drafts. Je sais que c'est les Marlins qui sélectionnent, et les Marlins n'ont pas réussi à faire des très très belles drafts ces dernières années. En général, je parle, attention. Je sais qu'il y a beaucoup
de mock draft qui parlent de Arjun Nimala, hein, le shortstop de Strawberry Crest, hein, c'est un lycée en Floride. Et il y a beaucoup d'autres qui les voient plutôt récupérer un lanceur lycéen, c'est le fameux Noble Meyer. Mais moi, je les vois bien récupérer un joueur de position qui est bon à la batte, notamment en termes de contact, et qui a prouvé être très bon en termes de shortstop, c'est Jacob Wilson. Ce dernier, j'en avais parlé déjà dans mon top 10 que j'avais fait en janvier, donc avant la saison. C'est un des meilleurs joueurs en termes de discipline à la batte de tout le baseball universitaire. C'est un joueur qu'il est très difficile de retirer sur prise, et il ne veut pas. Lui, il te dit non, non, vous ne me retirez pas sur prise, les gars. Donc très très bon en discipline à la batte, très bon en termes de contact. Lui, son principal, on va dire entre guillemets, défaut, si on veut trouver un défaut par rapport à la batte, hein, c'est surtout le fait qu'il ne montre pas beaucoup de puissance à la batte. Quand je dis qu'il ne montre pas beaucoup de puissance, on sait que on le voit comme un joueur qui a du potentiel en tant que frappeur de puissance. Mais très clairement, c'est un joueur qui dépasse rarement les 10 home runs par saison au niveau universitaire, puisque il tient avant tout à réussir à contacter la balle, à la mettre dans une zone où il peut entrer sur base. C'est pas le meilleur des coureurs non plus, donc attention à ça. Par contre, au niveau de sa puissance de bras, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Euh, enfin, ce qui est intéressant et intriguant avec lui, c'est donc ses qualités en fait. Il a été notamment demi-finaliste, voire finaliste pour le Brooks Wallace. Le Brooks Wallace, je rappelle, c'est le trophée qui récompense le meilleur shortstop du pays en termes de joueurs universitaires. Euh, et le problème en fait, ce qui est marrant, c'est que avec ses qualités à lui, on a plus l'impression qu'on le verrait plutôt jouer par exemple en troisième base, peut-être en deuxième base, mais un peu moins en shortstop. Peut-être justement parce qu'il manque un tout petit peu de vitesse. Et voilà, c'est un joueur qui a une bonne vitesse, mais plutôt, on va dire, bonne vitesse, mais pas au-dessus du reste, on va dire, de la populace. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi dire pour vraiment vous donner envie, amis Marlins, de croire en lui, mais c'est un très très bon joueur, encore une fois. Si vous voulez un aspect positif, c'est vraiment sa discipline à la batte. Voilà, et on ne strike out pas Jacob Wilson. Jacob Wilson, c'est un peu le Chuck Norris du strikeout. Il ne se fait pas strikeout. Euh, Très très bon. Moi je pense que sa meilleure saison, c'est la saison sophomore, là où il a montré le plus de choses, même si en termes de maturité, bien sûr, cette saison junior, cette saison 2023 a été très très intéressante. Euh, j'ai envie de dire que s'il arrive à montrer un peu plus de consistance ou de constance dans l'aspect puissance, alors là pour le coup les Marlins ont un vrai joueur à développer. Shortstop, qui pourrait donc être plutôt développé en troisième ou en seconde base, par exemple. Euh, à voir ce que sera le plan de l'équipe qui le draftera, c'est-à-dire pour moi les Marlins. Mais voilà, on a très bons joueurs. Je vais faire une pause, boire un peu d'eau, puis après on passe aux joueurs de la 11e position à la 20e position. Alors, en 11e position, c'est les Angels qui récupèrent un joueur. Et pour les Angels, là encore, c'est assez compliqué pour aller dans différentes directions. On sait que les Angels, leur principal problème pendant des années, c'est au niveau du lancer. Donc ils ont essayé de recruter des lanceurs et tout ça. Donc ils vont vouloir sûrement développer des lanceurs. Là, je ne les vois pas récupérer Noble Meyer, qui est le lanceur que je vois bien arriver assez vite dans cette mock draft. Pour le coup, je vois plutôt chercher un joueur de position qui pourrait, un peu à la Zach Neto, c'est ce que j'ai vu aussi dans pas mal de rapports, à la Zach Neto, qui pourrait contribuer assez rapidement, c'est-à-dire faire l'échelon entre college baseball et MLB en un an ou moins. C'est un peu ce que Zach Neto a fait, drafté en 2022, et dès 2023, on le voit avoir des reps au plus haut niveau du show, donc tout simplement. Et pour le coup, dans ce cas-là, je les vois bien récupérer un autre shortstop, un des meilleurs shortstops du pays, un qui a joué malheureusement dans une équipe qui a failli, mais lui individuellement a été très très bon, c'est Jacob Gonzalez. Jacob Gonzalez, le shortstop d'Ole Miss, aussi un Brooks Wallace, demi-finaliste au minimum, très bon au niveau surtout de la batte, un joueur qui a non seulement montré du contact, de la puissance,
qui est assez bon à la discipline également. Vraiment, c'est un combo parfait quand on cherche de la batte. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Peut-être en termes défensifs, moi sur ce que j'ai vu, hein, avant de vous dire un peu ce qu'on en parle, sur ce que j'ai vu au niveau défensif, peut-être c'est un peu compliqué pour le shortstop. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs, enfin que les spécialistes, et c'est eux les spécialistes, pas moi, le voient quand même potentiellement réussir à rester en shortstop parce il reste assez bon en termes de vitesse pour rester en shortstop. Euh, Pourtant, moi, honnêtement, sur ce que j'ai vu, justement, c'est la vitesse, c'était pas son point fort, hein. C'était clairement pas, il n'arrive pas à couvrir assez de zones pour moi en tant que shortstop. Parce que vous savez, shortstop, vous avez dans votre dos, dans la mid, on va dire une sorte de mid region entre le champ extérieur et donc le champ intérieur, que le shortstop doit être capable, en tout cas, de couvrir potentiellement. Et là-dessus, j'ai beaucoup de mal pour lui, même si ce n'est pas un mauvais défenseur, attention, hein. Mais par contre, moi, je le verrais bien justement un peu plus que Jacob Wilson. Pour le coup, je verrais bien lui switch pour, par exemple, la troisième base. Troisième base, je le verrais bien en troisième base, Jacob Gonzalez. Mais bref, pour revenir à ses qualités rapidement, voilà. Très bon joueur à la batte, très solide en tant que joueur de contact, en tant que joueur de puissance. En termes de puissance de bras, c'est bon aussi. Fielding, voilà, comme j'ai dit, c'est pas ce qui m'a le plus impressionné pour lui à la position de shortstop, hein. C'est une des positions les plus capitales et cruciales du baseball, donc à voir si on veut le développer là ou en troisième ou en seconde base par exemple. Mais voilà, je le vois donc récupéré en 11e par les Angels. En 12e position, pour moi, les Diamondbacks récupèrent Arjun Nimala. C'est un des joueurs qui pourrait même être top 10, hein, de la draft à venir. Là, on parle très clairement de potentiel, hein, un joueur lycéen du côté de la Floride, hein. Shortstop, qui a montré de belles choses en termes de puissance à son âge, donc de belles projections, hein, pour encore développer cette puissance. Du contact, il y en a. Peut-être un problème de qualité, comme j'ai pu lire notamment sur MLB.com, un problème de qualité, euh, on va dire, sur certaines parts, on va dire, la discipline à la batte, hein, en termes de sélection de lancer, en termes d'inconsistance ou d'inconstance, pour parler français, mais ce qui est tout à fait normal à ce niveau et à cet âge, hein, il est très jeune. En termes de vitesse, on le voit très vite être un, un très bon coureur. En termes de puissance de bras, potentiellement aussi, ça se développe plutôt bien. Donc j'ai envie de dire que pour, de toute façon, pour ses positions de shortstop au niveau lycéen, il y a lui, il y a Colin Hook. Et pour moi, pour cette mock draft, je récupère Nimala à côté Diamondbacks. Euh, Ça aurait pu être Colin Hook pour le coup, mais voilà pour mon choix. En 13e position, alors je vais dire que c'est Macho de Maryland qui va se retrouver du côté des Cubs. Euh, c'est un shortstop, très très bon à Maryland, surtout très bon offensivement. C'est un joueur qui a montré qu'il était capable de frapper de manière régulière et de frapper avec de la puissance. C'est un joueur qui va pouvoir, tout simplement montrer cette discipline qu'il a réussi à montrer au niveau universitaire, euh, plus de walks, hein, provoquer que de strikeout concédé par exemple. Euh, j'ai envie de dire que peut-être son seul problème, ça va être, parce que c'est un shortstop, peut-être sa puissance de bras, parce qu'au niveau de la vitesse, c'est très bon, et du coup il peut très clairement, non seulement au niveau défensif, couvrir assez de terrain, au niveau offensif, courir sur base. Donc voilà, un très très bon joueur de college baseball, à voir comment son développement se poursuivra, mais je vois bien être pris par les Cubs. Hayden Miller est un joueur attendu, et Hayden Miller, dans ma mock draft, part du côté des Red Sox. Le joueur de troisième base est un très bon joueur lycéen en termes offensifs, c'est-à-dire qu'il a déjà montré de belles choses en termes de puissance, en termes de coups, hein, en termes de contact. Contact et puissance, c'est déjà très bien. En termes de course, c'est peut-être pas le plus rapide, mais c'est un bon coureur. En termes de puissance de bras aussi, c'est très bon. Donc j'imagine bien qu'ils vont le laisser plutôt se développer en troisième base, hein. Il a joué beaucoup, enfin plus jeune, il a joué en shortstop, mais clairement on l'imagine en troisième base plutôt. Et donc les Red Sox le récupèrent et on va pouvoir prendre le temps pour le développer. En 15e position, les White Sox sélectionnent un autre troisième base. Lui pour le coup c'est un troisième base que je connais bien. Ceux qui me suivent m'ont certainement entendu être assez difficile, assez strict avec lui. C'est parce que tout simplement c'est un joueur dont le potentiel me
je le voyais faire en fait une saison, peut-être pas comme Dylan Cruz bien sûr, mais un peu à la Dylan Cruz, c'est-à-dire à son niveau à lui, montrer que vraiment il maîtrise le college baseball. Ça a été plus délicat, même si lors du tournoi national, il a vraiment montré ce à quoi je m'attendais de sa part sur toute la saison. C'est Braden Taylor, le joueur de TCU, qui est un joueur au potentiel assez fou. Euh, Très clairement, ça serait pas étonnant de le voir carrément dans le top 10 de la draft, hein. Dans ma mock draft, il descend plus bas, mais si on le voit par exemple pris par les A's, par exemple, ça serait pas choquant. Euh, pour vous donner un peu rapidement de quel joueur on parle, c'est un joueur qui est plutôt agile, plutôt bon, très bon en défense en troisième base. Il a déjà joué un peu en seconde base et en shortstop, mais c'est pas là où il est le meilleur. Troisième base, c'est clairement là où il est bon. Un coureur moyen, pas lent, moyen. En termes de batte, même s'il a montré un peu d'irrégularité dans cette approche où cette saison, il a eu tendance à aller chercher le home run ou en tout cas la frappe de puissance. En général, c'est plutôt un joueur qui a une bonne discipline, qui est donc aussi bon en contact qu'en termes de puissance. En termes de puissance de bras, c'est très bon. En termes de défense, comme j'ai dit, c'est très bon. Donc, il n'y a pas de raison de le voir partir si bas que ça. Je le vois quand même rester en premier tour. Et pour moi, il va chez les White Sox. En 16e position, pour moi, du coup, c'est les Giants qui sélectionnent et ils vont sélectionner un lanceur. J'ai hésité, mais j'ai décidé de prendre en fait plutôt le lanceur de lycée, Nobelmeyer. Nobelmeyer, c'est un joueur qui aurait pu aussi être sélectionné plus tôt et qui sera peut-être sélectionné plus tôt dans la véritable draft. C'est un joueur qui est très intéressant. Lanceur droitier, on le dit hein, en fait, c'est potentiellement le meilleur bras de lycée à se présenter à la draft. Il a déjà une très belle balle rapide, une très bonne slider. Et c'est clairement ce mix de pitch qui lui permet d'être performant, à voir comment il va se développer. Et pour moi, il va du côté des Giants. Pour les Orioles, j'ai l'impression que je vais reach un peu. Je pense que la plupart des mock drafts ne le voient pas aussi haut, mais moi je vais le mettre ici. Je vais mettre Chase Davis. Chase Davis, joueur d'Arizona, j'en ai déjà parlé dans mes différents podcasts ou même sur les articles Omora. C'est un joueur qui fait montre d'une très très belle puissance. Physiquement, athlétiquement, c'est impressionnant. Euh, Pas mal en défense malgré ses grosses qualités athlétiques. Il pourrait faire mieux, un peu mieux encore que ça. Mais c'est un joueur qui montre assez de belles choses. Et même s'il ne serait pas étonnant de le voir plutôt en fin de premier tour, moi j'ai essayé de reach là-dessus. En fait, j'ai hésité pour être honnête entre lui et Tommy Troy. Mais pour le coup, ça sera lui pour moi chez les Orioles. Et du coup, on va enchaîner avec Tommy Troy qui arriverait donc du coup chez les Brewers. Les Brewers, comme c'est dit partout, hein, ça fait un petit moment qu'ils sélectionnent plutôt des joueurs collège, des joueurs universitaires en termes de batte. Et Tommy Troy, c'est très clairement un profil qui pourrait fit. Il est très bon, le joueur de Stanford, un des meilleurs frappeurs de college baseball. Il a eu des petits pépins physiques, mais malgré tout, il a fait une très très bonne saison. Ils sont allés au College World Series, comme souvent. Il a pu faire montre de sa qualité jusque là-bas. Donc voilà. Donc pour moi, en 17 côté Orioles, je répète, c'est Chase Davis, c'est un petit reach. On verra si. Imaginons, ça tombe, tant mieux. Si ça tombe pas, c'est pas très grave. Hein, c'est aussi pour le présenter dans ce board. Il pourrait arriver plus tard. Et en 18e position chez les Brewers, je mets du coup Tommy Troy de Stanford. En 19e position, j'ai également longtemps hésité avec un genre de position, mais j'ai décidé d'aller plutôt avec Hurston Waldrep, le lanceur droitier de Florida. Euh, En fait, issu de cette fameuse école entre guillemets de Southern Miss, je vous ai parlé de Chase Dollander auparavant, il vient aussi de là-bas. Il y a un autre joueur qui pourrait être appelé peut-être au deuxième ou troisième tour de cette draft, par exemple, Tanner Hall, qui était l'ace de Southern Miss. Donc ces dernières années, ils ont été plutôt réputés en termes de baseball universitaire pour produire des bons lanceurs. Hurston Waldrep, lorsqu'il a transféré à Florida, on l'imaginait vraiment euh, faire montre d'un gros talent un peu à la Chase Dollander, par exemple, la saison dernière. Euh, Même si il n'a pas montré la constance qu'on pouvait imaginer, il a été très bon, au point même que moi, comme je le dis souvent, pour moi c'est mon ace officieux cette saison pour Florida. Euh, Peut-être aussi je suis biaisé parce que je n'aime pas trop Brandon Sprout, je suis désolé, je m'en excuse. Mais voilà, Hurston Waldrep, une très belle arme, j'allais dire, c'est du franglais. Un très bon bras, pardon, un très bon bras droit hein, en termes de lanceur. Donc un très bon coup à avoir en 19e position du coup pour les Rays. Et en 20e, pour finir cette partie-là, les Blue Jays vont récupérer Thomas White, le lanceur gaucher de Phillips Academy, donc au niveau lycéen, du côté de Massachusetts. Là, pareil,
pas assez de recul pour vous dire exactement en quoi ce joueur est si bon que ça, etc. etc. mais c'est un joueur qui arrive dans pas mal de mock draft au final, qui apparemment a loupé ses dernières sorties au niveau lycéen, au niveau circuit lycéen, mais qui montre quand même de belles choses. Euh, ce dont on nous parle souvent, c'est donc ce combo qu'il a avec sa balle rapide qui est déjà très rapide, hein, au-delà des 97 miles par heure, enfin aux alentours des 87 miles par heure, et cette curveball qui est plutôt en milieu fin des 70 miles par heure, hein, pas loin des 80. Euh, à voir s'il arrive à développer d'autres armes, enfin d'autres pitchs à son arsenal, notamment on parle d'une change-up. Mais voilà, c'est un potentiel très très jeune, lycéen, à pouvoir développer. Et donc il arrive chez moi du côté des Blue Jays. On fait une nouvelle pause avant de terminer donc cette mock draft avec ce qu'il reste et on ira un peu plus vite. Ok, donc dernière partie de cette mock draft, on va essayer d'aller un peu plus vite. On va commencer par le numéro 21. Pour moi, les 21, c'est les Cardinals. Ils vont récupérer Nolan Chanuel. Ils sont beaucoup en fait associés à Nolan Chanuel, pour être honnête. Nolan Chanuel, pour ceux qui ne le connaissent pas, il joue à FAU et ça a été le meilleur lanceur en termes de moyenne du college baseball. Donc, exit Dylan Cruz, dont je vous ai vanté les mérites pendant des siècles et des siècles. Non, en termes de moyenne pure, Nolan Chanuel, c'est ce qui s'est fait de mieux. Attention, c'est dans une mid-major, c'est dans une conférence plus faible que la SEC notamment, donc ça compte. Ce qu'a fait Dylan Cruz, ça reste exceptionnel, hein. On n'a jamais vu ça, surtout à ce niveau de compétition. Nolan Chanuel, ça a été aussi un truc presque all-time en termes d'années universitaires malgré tout. Je pense que c'est plus de 44% de moyenne au bâton, etc. etc. Très bon en termes de puissance, en termes de contact, une bonne discipline. À voir ce qu'il va être capable de montrer en fait et de développer au niveau professionnel, mais je le vois arriver chez les Cardinals. Il peut jouer à la fois première base et dans l'outfield. Voilou pour Nolan Chanuel. Il est temps de parler de ce fameux two-way sports player qu'est Colin Hook. Colin Hook il est non seulement très bon au niveau football américain, puisque c'est un quarterback. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un 3 étoiles, je pense, quarterback. Et c'est également un très bon joueur de baseball, hein, plutôt shortstop. C'est un joueur qui a fait montre de très belles qualités en termes de frappe, hein, que ce soit à la fois contact, à la fois puissance, on le projette encore plus haut. En termes de course, c'est un coureur moyen. C'est une belle puissance de bras aussi, et donc en tant que shortstop, ça compte, hein, pour ce genre de métrique. En plus, c'est à développer, donc ça peut être un très bon défenseur, même s'il n'a pas montré d'énormes facultés défensives au lycée. Il a quand même montré de belles choses. Et donc je le vois arriver donc plutôt du côté des Mariners en 22e position. En 23e position, les Guardians de Cleveland sélectionnent pour moi Colt Emerson, le shortstop, qui peut jouer également, si je dis pas de bêtises, 3e base, hein. Lycéen, c'est un joueur avec un fort potentiel, notamment en termes de contact, hein, et donc de puissance au niveau de la batte. Au niveau de la course, coureur moyen. Donc voilà, à voir s'il va se développer en fonction de sa croissance également et de ses attributs physiques et athlétiques. Plutôt troisième base ou plutôt shortstop. En termes de puissance de bras également, c'est très bon. À voir ce qu'il va pouvoir essayer également faire en termes de progrès, en termes de défense en général, quelle que soit la position dans laquelle il sera développé. Donc je le vois bien aller faire son développement du côté de Cleveland. En 24e position, enchaînons, on va aller vers le two-way player. C'est un des two-way players, mais c'est en tout cas le two-way player annoncé en tant que tel, Brice Eldridge. Brice Eldridge, c'est un lycéen du côté de Virginie d'ailleurs. Il peut jouer première base, il peut jouer donc sur le monticule en tant que lanceur. Et surtout, ce qui est intéressant avec lui, c'est en fait cette versatilité. Il faut savoir en fait que on sait que la plupart des two-way players au niveau lycéen ne vont pas rester two-way players. Ils vont donc, comme j'avais dit, soit se focaliser sur le lancer, soit se focaliser plutôt sur la position. Lui, pour l'instant, a priori, on peut le développer sur les deux côtés, avec certainement une préférence pour son côté lanceur, puisque c'est un joueur qui a déjà une belle fastball, une très belle slider, et puis qui peut travailler sur sa change-up. Donc à voir quelle sera la politique en fait du coup des Braves, hein, parce que c'est les Braves qui sélectionnent en 24e position, et du coup je les vois bien prendre Brice Eldridge. Les Padres sélectionnent selon moi celui qui a été la petite déception dont j'ai parlé au début, hein, de ce podcast, c'est
Enrique Bradfield Jr., donc le outfielder, hein, c'est centerfield du côté de Vanderbilt. Lui, c'est un joueur que je vois depuis son année freshman. Je sais que lors de la draft 2020, il aurait même pu être sélectionné. Bref, avec lui, on sait ce qu'on a d'ores et déjà. C'est déjà élite, même plus qu'élite en termes de course. Euh, c'est tellement rapide, c'est un speedster, il n'y a rien d'autre à dire. Quand il est sur base, il est très dangereux. En défense, il est impeccable avec tout le terrain qui couvre, avec sa vitesse et ses facultés défensives, notamment son QI défensif. Là où il y a des questions, bien sûr, comme d'habitude avec lui, c'est plutôt sa production offensive. Si c'est un joueur qui arrive à rester au moins efficace en termes de discipline à la batte et pouvoir arriver sur base, ça reste très très bon, puisque avoir ce combo joueur qui est capable d'arriver sur base et ensuite de travailler sur base, amener beaucoup plus de tension en fait à l'équipe adverse, puisqu'on sait qu'il est capable de voler n'importe quelle base. Pourquoi pas même voler faire un vol de la maison, enfin, enfin vous savez ce que je veux dire. J'essaie de traduire dans ma tête, c'est assez compliqué, mais voler le home, hein, réussir à voler au niveau du marbre et donc scorer un point par le vol. Bref, c'est un joueur qui fait peur en fait pour les adversaires vis-à-vis de ses capacités là. C'est un joueur qui fait beaucoup moins peur, encore une fois, en termes de production à la batte, mais s'il arrive au moins à rester constant, euh, agrémenter un peu ce qu'il a fait en termes de sophomore, voilà, plus de contact, même si la puissance est quelque chose qui est encore à développer très clairement, c'est son talon d'Achille très clairement. On va pas le voir frapper 20 home runs par saison, en tout cas à l'heure actuelle. On sait ce qu'on a avec lui. Beaucoup de comparaisons bien sûr avec Kenny Lofton, hein, et c'est logique, c'est un profil qu'on peut très vite en fait euh, appliquer pour Enrique Bradfield Jr. Donc à voir ce qu'il va pouvoir faire, il pourrait très bien être sélectionné avant. Mais c'est vrai que sa production en 2023 et le fait qu'il n'y a pas une énorme progression, et qu'en termes de statistiques brutes, par exemple, notamment même en nombre de vols de base, hein, par rapport au nombre de tentatives, ça a été un peu en deçà des 2 premières saisons. À voir ce qu'il va en être du côté des scouts des différentes équipes et de leur GM. En 26e position, les Yankees draftent Sami Stafura, le shortstop, hein, lycéen du côté de l'État de New York. Donc c'est un joueur qui, par rapport à son potentiel, intrigue énormément. C'est un joueur que je vois sur tous les boards, et comme j'ai pas assez de recul sur lui, j'ai décidé de suivre un peu la logique qui a été mise en place sur les différentes mocks et les différents boards que j'ai pu voir. À voir ce qu'ils vont faire vraiment, mais si c'est un joueur qui atterrit de ce côté-là, il y a le temps de le développer, un peu à la Volpe par exemple, et à voir ce que ça donne dans les années futures. En 27e position, j'ai longtemps hésité entre Charlie Soto, le fameux pitcher de Rebound Christian en Floride, dont on entend beaucoup parler cette année, et comment il s'appelle, George Lombard, le shortstop de Florida également, de Gulliver Prep en Floride, hein, donc 2 joueurs lycéens. J'ai décidé plutôt d'aller vers George Lombard, ce qui est par rapport au mock draft que j'ai pu voir peut-être un petit reach, mais bon, j'ai essayé de partir avec lui puisqu'il a montré pas mal de choses intrigantes. Euh, on va voir, c'est surtout cette saison en fait qu'il s'est montré. Donc à voir, est-ce que j'ai pas un peu trop rich pour lui et que d'autres profils un peu plus logiques pourraient arriver à cette position-là, mais j'avais pas trop, pour être honnête, j'avais pas trop de visibilité sur ce que les Phillies pourraient faire dans ma mock draft, puisque je voyais par contre en 28e position très clairement Yohandy Morales, dont j'ai beaucoup plus de choses à dire, mais je vais pas trop en parler. Le troisième base de Miami est arrivé chez les Astros. Pour moi, les Astros ont la route et l'auto toute tracée pour récupérer un très bon joueur, très fort au niveau offensif, puissance, euh, contact également. Cette saison, il a été très très bon au niveau universitaire avec Miami. Il a fait de belles performances aussi loin que Miami a pu aller, hein, euh, notamment dans le tournoi national, mais pas que. En ACC, ça a été un des meilleurs joueurs, très clairement. En défense aussi, il est bon en troisième base. Il a ce qu'il faut en termes de puissance de bras, en termes de skills sur cette position pour jouer à cette position-là. Et très clairement, pour moi, c'est un fit en fait parfait entre les Astros et Yohandy Morales, le joueur ou maintenant futur ex-joueur des Hurricanes de Miami. Et donc, pour finir cette mock draft, j'ai essayé de parler de ce fameux pick qu'a récupéré les Mariners grâce au fait que Julio Rodriguez a été rookie de l'année. Je ne me rappelle plus exactement le nom du pick en question. Alors, je ne me rappelle plus exactement, est-ce que c'est Promotion, j'ai pas envie de vous mentir, c'est Promotion quelque chose.
Mais comme je ne l'ai pas devant moi, devant les yeux, je ne vais pas vous dire c'est quoi exactement. Mais en gros, c'est un pick qui a récupéré les Mariners grâce aux performances de leur rookie, donc Julio Rodriguez, rookie de l'année, la saison écoulée. Et avec ce pick-là, je vois justement récupérer le fameux Charlie Soto. Alors Charlie Soto, c'est encore une fois un joueur que, enfin moi j'entends beaucoup parler de lui, très jeune, du côté de la Floride. Euh, En fait, ce qui va être intéressant avec lui déjà, c'est son côté, son côté, ses dimensions à lui, hein, déjà athlétique, physique, etc., etc. Euh, En termes de balle rapide, il y a déjà du bon travail là-bas. Elle peut aller jusqu'à 98 miles par heure. En termes de slider, il y a des choses qui ont été intéressantes. En termes de change-up, il y a des choses à travailler et qui restent intéressantes. Donc, on va voir en fait si il peut continuer à développer ça, mais comme il est très très jeune, c'est surtout ça qui intrigue. C'est ce combo en fait potentiel entre fastball et slider déjà qui est très intriguant. Et s'il arrive à développer cette slider dont j'ai vu sur notamment MLB.com ou d'autres, qu'elle pouvait être considérée comme une splitter qu'il utilise. C'est une sorte de splitter du coup qu'il utilise en tant que change-up. Mais à voir comment il se développe, je le vois très bien arriver là. Et puis ça ferait sens en fait par rapport à la draft que moi j'ai fait dans ma mock pour les Mariners du coup, puisqu'ils récupéraient deux joueurs à fort potentiel, donc en position 22 avec, c'était Colin Hook de mémoire, et en position 29 donc avec Charlie Soto à deux besoins différents. Un côté c'est le lanceur, donc Soto, un côté c'est un shortstop qui peut être aussi assez versatile pour jouer dans d'autres positions que Colin Hook. Donc voilou. C'est comme ça que s'est terminée cette mock draft, hein. J'ai décidé de me baser sur le premier tour, sinon encore une fois ça durerait pour toujours et toujours. J'espère que ça va être quand même assez digeste pour vous de pouvoir écouter tout ça. Ça va être plus d'une heure, je pense quasiment 1h30, hein, si ce n'est même plus de podcast. Mais voilà, j'espère que ça sera assez intéressant pour avoir au moins quelques bases. Bien sûr, je le rappelle, hein, cette mock draft, c'est vraiment la vision que j'ai. Ça sera certainement très différent de la draft que vous aurez, bien sûr. Ça commence donc ce dimanche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en DM ou autre, hein, sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'essayer de vous répondre du mieux que je peux. Et avec cette mock draft, un volet de cette saison se termine quasiment complètement pour moi avec le podcast. Il va me rester un épisode pour faire le bilan. Le bilan va être assez simple, hein. Ça va être surtout de parler des joueurs, par exemple joueurs de l'année, les différents awards, les différents first teams dans les principales conférences. Et puis commencer à parler de ce qui arrive en termes de changement de potentiel, voilà, les changements de coach, les premiers transferts, enfin les premiers appels au portail des transferts, sachant que la deadline pour les portails des transferts, ça va être le 13 juillet de mémoire. Quelque chose à vérifier. Mais bref, je vous retiens pas plus longtemps. Très content de pouvoir faire cette mock draft et j'espère qu'elle sera écoutée. Euh, Peut-être critiquée à fond, mais c'est le jeu, hein, c'est le jeu qui veut ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.